Êtes-vous sûr de n'utiliser que 10% de votre cerveau? Et si je vous disais que cette affirmation est l'un des plus grands mythes sur le corps humain? Et elle est loin d'être la seule. Dès l'enfance, on nous enseigne certaines vérités sur notre organisme qui, à l'examen, s'avèrent n'être que de simples inventions. Aujourd'hui, nous allons passer en revue nos connaissances et démystifier 15 faits populaires sur le corps humain qui, en réalité, ne sont que des mythes. Préparez-vous, car certaines de ces révélations pourraient véritablement vous surprendre et vous inviter à porter un regard neuf sur vous-même. D'où viennent donc ces idées fausses? Souvent, il s'agit de données scientifiques obsolètes, réfutées depuis longtemps. Parfois, c'est le résultat d'études mal interprétées qui se sont répandues dans le monde entier. Et certains mythes ne sont que de simples contes de grand-mère qui se sont si profondément ancrés dans notre quotidien que nous ne doutons même plus de leur véracité. Alors, séparons le bon grain de l'ivraie. Alors, commençons. Voici le mythe numéro 1, le roi incontesté de toutes les idées reçues sur le corps humain. Vous l'avez sûrement déjà entendu, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. Ce fait est si populaire qu'il a inspiré des films hollywoodiens comme Lucy ou Limitless. L'idée que nous pourrions débloquer les 90% restants et devenir des génies aux super-pouvoirs semble incroyablement séduisante. Mais soyons honnêtes, en réalité, c'est l'un des plus grands mythes scientifiques de l'histoire. La science moderne et notamment la neurobiologie le démolit de fond en comble. Si l'on observe le cerveau à travers un IRM fonctionnel ou un scanner TEP, le tableau est absolument clair. Même lorsque vous êtes simplement allongé et, semble-t-il, ne pensez à rien, votre cerveau s'illumine d'activité, tel un sapin de Noël. Différentes zones sont responsables de différents processus, la respiration, le rythme cardiaque, le traitement des souvenirs, la planification du dîner. Il n'y a pas de 90% sombre ou dormant. Abordons cela d'un point de vue logique et évolutif. Notre cerveau est un organe incroyablement gourmand en énergie. Il ne représente qu'environ 2% de la masse corporelle, mais consomme tout de même 20% de l'énergie et de l'oxygène de notre corps. Imaginez que la nature aurait créé un ordinateur si énergivore pour que 90% de sa puissance reste simplement inutilisée. Ce serait un gaspillage colossal de ressources que l'évolution n'aurait tout simplement pas permis. Voici un autre argument imparable. Pensez aux conséquences des traumatismes crâniens. Si 90% du cerveau était un ballast inutile, la plupart des AVC ou des traumatismes crâniens ne laisseraient aucune séquelle. Mais nous savons que ce n'est pas le cas. L'endommagement d'une même petite zone du cerveau peut entraîner des conséquences catastrophiques, perte de la parole, de la mémoire ou des fonctions motrices. C'est une preuve directe que le cerveau n'a pas de partie de rechange ou inutilisée. Chaque région a son rôle propre, même si elle est hautement spécialisée, mais toujours essentielle. Alors, d'où vient ce mythe? Il est difficile d'en retracer l'origine exacte. Certains pointent du doigt le psychologue du début du XXe siècle, William James, qui a un jour suggéré que nous n'utilisions qu'une petite partie de notre potentiel mental. Mais il parlait de potentiel, pas des parties physiques du cerveau. Cette phrase a simplement été mal comprise et s'est répandue dans le monde entier. En fin de compte, nous utilisons 100% de notre cerveau. Simplement, toutes les parties ne fonctionnent pas à pleine capacité simultanément, de la même manière que vous ne contractez pas tous les muscles de votre corps au même instant. Notre potentiel ne réside pas dans le déblocage de zones cachées, mais dans la capacité de notre cerveau à créer de nouvelles connexions neuronales tout au long de notre vie. Ce processus est appelé neuroplasticité, et c'est précisément ce qui nous permet d'apprendre, de nous adapter et de nous développer. Alors, oubliez les 10%. Votre cerveau tourne déjà à plein régime. Passons au deuxième point de notre palmarès des idées reçues. Vous vous souvenez de cette fameuse image des manuels de biologie? La carte de la langue sur laquelle sont méticuleusement délimitées les zones des saveurs, le bout de la langue pour le sucré, l'arrière pour l'amer et les côtés pour le salé et l'acide. Ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? On nous a tous appris ça à l'école. Eh bien, je m'empresse de vous décevoir ou peut-être de vous rassurer, cette carte est une pure ineptie.
un mythe scientifique qui se transmet de manuel en manuel depuis des décennies. En réalité, tout est bien plus simple et à la fois plus complexe. Nous avons sur la langue des papilles gustatives et, à l'intérieur de celles-ci, des bourgeons du goût. Et ce sont justement ces bourgeons, contenant des récepteurs, qui sont capables de reconnaître absolument toutes les saveurs fondamentales, le sucré, le salé, l'acide, l'amer, et même la cinquième saveur, reconnue plus récemment, l'umami, la saveur des aliments riches en protéines. Oui, il est vrai que la sensibilité à certaines saveurs peut varier légèrement sur différentes parties de la langue. Certaines zones peuvent effectivement réagir un peu plus intensément au sucré ou à l'amer. Mais cette différence est si minime que vous ne la remarquerez même pas. Il n'y a pas de zone stricte et exclusive. Vous pouvez sentir la douceur du sucre avec le bout de votre langue, tout comme avec l'arrière. De la même manière, l'amertume du café est ressentie sur toute sa surface. D'où vient donc cette carte erronée? Son histoire est un exemple classique du téléphone arabe dans le monde scientifique. Tout a commencé en 1901 avec une étude du scientifique allemand David Hennig. Il a effectivement constaté ces légères variations de sensibilité sur différentes parties de la langue. Mais dans ses conclusions, il n'a jamais parlé de zonage strict. Cependant, son travail a été mal traduit et, pire encore, extrêmement simplifié par le psychologue de Harvard Edwin Boring dans les années 1940. C'est précisément sa diagramme simplifiée et déformée qui s'est propagée à travers le monde, atterrissant dans nos manuels et nos esprits. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez votre plat préféré, sachez ceci. Lors de cette fête des saveurs, c'est toute votre langue qui participe pleinement, et non des parties distinctes fonctionnant selon un schéma prédéfini. Vous pouvez sans crainte jeter cette vieille carte des saveurs aux oubliettes. Passons maintenant à un mythe que presque tout le monde connaît, surtout ceux qui ont déjà tenu un rasoir. Le voici: si l'on se rase, les poils repousseront plus épais, plus foncés et plus durs. Ce soi-disant fait se transmet de génération en génération et pousse de nombreuses jeunes filles à craindre le rasoir comme la peste, tandis que, paradoxalement, il incite les adolescents à se raser plus souvent, espérant ainsi obtenir une barbe plus fournie. Mais que dit la science? La science, elle, affirme que c'est une pure illusion d'optique. Et voici pourquoi. Imaginons un poil. À sa base, sous la peau, il est plus épais, tandis qu'à son extrémité, il s'affine naturellement et devient plus doux et plus clair sous l'effet du soleil et des frottements. Quand vous rasez un poil, vous le coupez à la surface même de la peau, c'est-à-dire là où il est le plus large. Et que se passe-t-il ensuite? Le poil repousse, mais il repousse avec cette extrémité émoussée, plus large. Naturellement, au toucher, il semble plus rêche et piquant comparé à la pointe douce et affûtée qu'il avait auparavant. De plus, un poil court, fraîchement repoussé, paraît plus foncé car il n'a pas encore eu le temps de s'éclaircir au soleil. Voilà tout le secret. Le rasage n'a absolument aucune influence sur le follicule pileux situé profondément sous la peau. C'est le follicule qui détermine l'épaisseur, la couleur et la vitesse de croissance du poil. Le rasoir agit uniquement en surface. Il ne peut pas modifier votre génétique. Le nombre de follicules que vous possédez est déterminé à la naissance et le rasage ne les augmentera pas. Les poils ne pousseront pas plus densément, leur quantité restera la même. Cet effet est facile à vérifier. Si vous arrêtez de vous raser et laissez les poils repousser, leurs pointes s'affineront à nouveau avec le temps, deviendront plus douces et toute la dureté et la densité disparaîtront. Ils retrouveront leur état normal. Ainsi, ce mythe est simplement le résultat d'une perception erronée. Nous voyons des poils courts, foncés et piquants, et nous tirons la conclusion hâtive que les poils ont changé de structure. Mais en réalité, seule la nature de leur coupe a changé. Le rasage est simplement une coupe, mais une coupe très courte, et il n'affecte pas plus la densité des poils qu'une coupe de cheveux chez le coiffeur. Alors, mythe numéro 4. Ce son, il est familier pour tout le monde. Oui, ce fameux craquement des articulations. Et il y a fort à parier que, quand vous étiez enfant, on vous a dit « Ne fais pas craquer tes doigts, sinon tu auras de l'arthrite quand tu seras vieux ». Cette légende urbaine est si bien ancrée dans les esprits que beaucoup encore aujourd'hui
considèrent cette habitude avec appréhension. Mais voyons un peu ce qui se passe réellement quand vous faites craquer vos articulations et s'il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Pour commencer, d'où vient ce son? À l'intérieur de nos articulations, il y a un liquide spécial, le liquide synovial. Il agit comme un lubrifiant, permettant aux os de glisser en douceur les uns contre les autres. Dans ce liquide sont dissous des gaz, principalement de l'azote. Quand vous étirez une articulation, par exemple en pliant votre doigt vers l'arrière, vous augmentez l'espace entre les os. La pression à l'intérieur de la capsule articulaire diminue et les gaz dissous forment instantanément une bulle. C'est précisément ce processus, la formation rapide puis l'éclatement de cette bulle de gaz qui produit ce claquement ou ce craquement caractéristique. Après cela, le gaz a besoin de temps pour se redissoudre dans le liquide. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire craquer la même articulation 2 fois de suite. Il faut attendre environ 15 à 20 minutes. Et qu'en est-il du lien avec l'arthrite? C'est la question principale. La réponse est non. De nombreuses études scientifiques n'ont trouvé aucun lien entre l'habitude de faire craquer ses doigts et le développement de l'arthrose. Il y a même une histoire amusante et très révélatrice à ce sujet. Un médecin, du nom de Donald Unger, a décidé de mener une expérience sur lui-même. Pendant 60 ans, chaque jour, il a fait craquer les articulations de sa main gauche uniquement, sans toucher à sa droite. Au bout de 60 ans, il a comparé l'état des articulations de ses 2 mains. Et que croyez-vous? Aucune différence. Aucune trace d'arthrose n'était apparue sur sa main gauche. Pour cette recherche, il a d'ailleurs reçu le prix Ig Nobel, une récompense humoristique mais prestigieuse. Bien sûr, cela ne signifie pas que faire craquer ses articulations est super bénéfique. Dans de très rares cas, une manipulation excessivement agressive et fréquente des doigts pourrait entraîner des entorses ligamentaires ou une diminution de la force de préhension. Mais c'est bien plus l'exception que la règle. Donc si ce son vous irrite, c'est une chose. Mais d'un point de vue médical, vous pouvez être tranquille. Cette habitude ne vous mènera certainement pas tout droit à l'arthrose. Le mythe numéro 5 est l'un des piliers du mode de vie sain, un principe qui semble gravé dans le marbre. Il faut boire 8 verres d'eau par jour. C'est la fameuse règle du 8 par 8, soit 8 verres de 8 onces, ce qui équivaut à environ 2 litres. Les diététiciens, les coachs sportifs, les magazines féminins, tous nous le répètent. Cela paraît simple, clair et très crédible. Mais est-ce vraiment le cas? Ce chiffre 2 litres est-il universel et obligatoire pour absolument chaque personne sur la planète? La réponse est non. Cette règle est une simplification excessive qui ne prend pas en compte une multitude de facteurs individuels. Premièrement, voyons d'où vient réellement cette recommandation. Le plus souvent, ses origines remontent à un rapport du Conseil américain de l'alimentation et de la nutrition, datant de 1945. Il y était effectivement stipulé qu'un adulte avait besoin, en moyenne, d'environ 2 litres et demi d'eau par jour. Mais on oublie étrangement la phrase suivante dans ce même rapport. La majeure partie de cette quantité est contenue dans les aliments préparés. Et c'est là le point crucial. Nous ne nous hydratons pas seulement en buvant de l'eau en bouteille. L'eau est présente dans les soupes, les fruits, les légumes, les jus, le thé, le café et même dans les plats de viande. Un concombre ou une pastèque, par exemple, sont composés d'eau à plus de 90%. Donc si votre alimentation est riche en ce type d'aliments, vous couvrez déjà une part significative de vos besoins en liquide. Deuxièmement, les besoins en eau sont une chose éminemment individuelle. Ils dépendent de votre poids, de votre âge, de votre niveau d'activité physique, du climat dans lequel vous vivez et même de votre état de santé. Un athlète qui s'entraîne plusieurs heures par une journée chaude aura besoin de beaucoup plus d'eau qu'un employé de bureau qui passe sa journée sous la climatisation. Alors, quelle quantité d'eau faut-il boire? Le meilleur et le plus fiable indicateur que la nature nous ait donné, c'est la soif. Si vous buvez quand vous avez soif, vous êtes très probablement suffisamment hydraté. Un autre moyen simple de vérifier est la couleur de votre urine. Normalement, elle devrait être jaune clair. Si elle est foncée et concentrée, c'est un signe qu'il est temps de boire de l'eau. Et si elle est limpide, transparente, il est possible que vous ayez même bu trop d'eau.
En conclusion, la règle des 8 verres n'est pas une loi stricte, mais plutôt une indication très générale. Il ne faut pas vous forcer à boire de l'eau si vous n'avez pas soif. Écoutez simplement votre corps. Il est bien plus intelligent que n'importe quelle recommandation généralisée. Le prochain mythe est un véritable casse-tête pour de nombreux parents. Il s'énonce ainsi: le sucre rend les enfants hyperactifs. Vous avez sûrement déjà assisté à cette scène, un anniversaire d'enfant avec un gâteau, des bonbons, des sodas sucrés, et une demi-heure plus tard, les enfants courent dans tous les sens, crient et sont complètement survoltés. Et la première conclusion qui s'impose est, évidemment, c'est le sucre. Ce mythe est si répandu que de nombreux parents tentent de limiter les sucreries avant des événements importants ou avant le coucher, afin que l'enfant soit plus calme. L'idée semble tout à fait logique. Le sucre est un glucide rapide, une source d'énergie, donc son excès devrait entraîner un pic d'activité. Cependant, malgré cette croyance populaire, la science ne la soutient pas. De nombreuses études ont été menées pour vérifier ce lien, et les résultats se sont avérés surprenants. Dans les études dites en double aveugle, où ni les enfants, ni les parents, ni même les expérimentateurs ne savaient ce que l'enfant recevait, une boisson sucrée ou un édulcorant placebo inoffensif, aucune différence de comportement n'a été observée. Les enfants qui avaient reçu le placebo se sont montrés aussi actifs que ceux qui avaient consommé du vrai sucre. Alors, d'où vient cette perception ? Pourquoi s'obstine-t-on à voir ce lien dans la vie réelle ? La réponse réside dans la psychologie et non dans la physiologie. Premièrement, il y a l'effet d'attente chez les parents. Si vous êtes fermement convaincu que votre enfant deviendra ingérable après avoir mangé des sucreries, vous chercherez inconsciemment et remarquerez tout signe de ce comportement, ignorant les moments où il est calme. Votre cerveau validera ainsi votre hypothèse. Deuxièmement, et c'est le plus important, c'est le contexte. Réfléchissez. Dans quelle situation les enfants mangent-ils généralement beaucoup de sucreries ? Les anniversaires, les fêtes, les visites chez des amis, les vacances. C'est déjà en soi un environnement très stimulant et joyeux. Les enfants sont actifs, non pas à cause du sucre dans le gâteau, mais en raison de l'atmosphère générale de fête, des jeux, des interactions avec leurs amis et du chamboulement de leur routine habituelle. Le sucre, dans ce cas, n'est qu'une coïncidence et non la cause. Bien sûr, cela ne signifie pas que le sucre est bon pour la santé. Son excès est mauvais pour les dents, peut entraîner une prise de poids et d'autres problèmes de santé. Limiter les sucreries dans l'alimentation d'un enfant est une bonne pratique, mais cela doit être fait pour des raisons de santé globale, et non en raison d'un lien mythique avec l'hyperactivité. La raison de l'effervescence lors d'une fête, c'est la fête elle-même et non la part de gâteau. Mythe numéro 7. Votre mère ou votre grand-mère vous l'a sûrement rabâché maintes fois quand, enfant, vous essayez de lire un livre sous la couette avec une lampe de poche. Ne lis pas dans la pénombre, tu vas t'abîmer les yeux. Cette idée semble parfaitement logique. Quand la lumière est faible, les yeux doivent forcer pour distinguer les lettres, et on s'imagine qu'une telle tension ne peut qu'entraîner une détérioration inéluctable de la vue. Beaucoup d'entre nous ressentent encore un sentiment de culpabilité lorsqu'ils lisent sur l'écran de leur smartphone dans une pièce sombre, pensant causer des dommages irréparables à leurs yeux. Mais voyons si c'est réellement le cas. La bonne nouvelle, c'est que lire dans une lumière faible ne provoque pas de dommages organiques irréversibles aux yeux et ne mène pas au développement de la myopie ou d'autres affections. Nos yeux sont un système d'une adaptabilité remarquable. Lorsque la lumière est faible, la pupille se dilate pour laisser passer plus de lumière sur la rétine et les cellules photoréceptrices, les bâtonnets et les cônes se mettent à fonctionner en mode intensifié. Oui, la lecture dans la pénombre fatigue effectivement les yeux plus rapidement. Vous pouvez ressentir une sensation de tension, une sécheresse oculaire, voire des maux de tête. C'est ce qu'on appelle l'asténopie ou fatigue visuelle. Les muscles de l'œil doivent travailler plus dur pour se focaliser sur le texte et vous pourriez cligner moins souvent des yeux, ce qui entraîne une sécheresse de la cornée. Mais tous ces symptômes sont temporaires. Ils disparaissent complètement dès que vous donnez à vos yeux un peu de repos ou que vous rétablissez un éclairage normal. C'est un peu comme la fatigue musculaire après un long footing.
vos jambes sont douloureuses, mais cela ne signifie pas que vous leur avez causé un dommage irréparable. Imaginez nos ancêtres qui ont vécu pendant des millénaires sans électricité. Ils devaient accomplir de nombreuses tâches à la lumière d'un feu de camp, d'une torche ou du clair de lune. Si la vue se détériorait aussi rapidement et irrémédiablement à cause de cela, l'humanité aurait depuis longtemps fait face à de graves problèmes. Ainsi, bien que lire avec un bon éclairage soit indéniablement beaucoup plus confortable et productif, vous n'avez pas besoin de paniquer si vous devez lire un moment dans la pénombre. Vous n'êtes pas en train de gâcher votre vue à long terme. L'essentiel est d'écouter votre corps. Si vous sentez que vos yeux sont fatigués, faites simplement une pause et laissez-les se reposer. Et encore mieux, il suffit d'allumer une lumière plus forte. Passons au 8e point, qui flirte avec la science et le macabre, le mythe selon lequel les cheveux et les ongles continueraient de pousser après la mort. Cette image est souvent véhiculée dans le cinéma et la littérature, créant une atmosphère sinistre et mystérieuse. C'est une idée facile à se représenter, un corps immobile, et pourtant les cheveux et les ongles qui poursuivent leur croissance comme si la vie n'avait pas tout à fait déserté. Avouons-le, cela semble vraiment effrayant. Mais en réalité, bien sûr, aucune croissance post-mortem ne se produit. Cet effet n'est qu'une illusion d'optique provoquée par des processus naturels qui ont lieu dans le corps après le décès. Rappelons-nous nos cours de biologie. La croissance des cheveux et des ongles requiert un processus hormonal et cellulaire complexe. Les cellules à la base du follicule pileux et du lit unguéal doivent se diviser activement, et pour que ces cellules se divisent, de l'énergie est nécessaire. Cette énergie, elle la tire du glucose, et pour métaboliser ce glucose, de l'oxygène est indispensable. Lorsque la personne décède, le cœur s'arrête, la circulation sanguine cesse, et par conséquent, l'apport en oxygène et en nutriments aux cellules est interrompu. Sans ce carburant, la division cellulaire et donc toute croissance devient absolument impossible. Tous les processus s'arrêtent. D'où vient alors cette illusion de croissance? Tout est une question de peau. Après la mort, le corps commence à se déshydrater, la peau perd son humidité et, par conséquent, se dessèche et se contracte légèrement, se rétractant. C'est particulièrement visible au niveau des doigts et du cuir chevelu. Imaginez, la peau autour de l'ongle se rétracte légèrement, exposant la partie de la plaque unguéale qui était auparavant cachée. Visuellement, l'ongle semble plus long. Le même phénomène se produit avec les cheveux. Le cuir chevelu se contracte et la barbe naissante sur le visage d'un homme ou les cheveux courts sur la tête deviennent plus visibles, comme s'ils ressortaient de la surface. Ils n'ont pas grandi d'1 millimètre. C'est simplement la peau autour d'eux qui s'est rétractée. Cet effet est particulièrement flagrant chez les hommes qui ont été rasés peu de temps avant leur décès. Un jour ou deux après la mort, une barbe visible peut apparaître sur leur visage, ce qui a donné naissance au mythe selon lequel les cheveux continuent de pousser. Mais la raison, comme nous le savons désormais, n'est pas la croissance, mais le dessèchement de la peau. Ainsi, ce mythe glaçant n'est qu'une illusion d'optique basée sur les altérations post-mortem de la peau. Pas de mysticisme, juste de la pure physiologie. Le 9e mythe est l'un des cauchemars les plus répandus sur Internet et un exemple classique de la façon dont une pure invention peut devenir un fait universellement accepté. Il prétend que chaque personne avale en moyenne 8 araignées pendant son sommeil au cours de sa vie. Imaginez ce chiffre, 8. Pour beaucoup de personnes souffrant d'arachnophobie, cette simple pensée peut déclencher une crise de panique. Cette statistique circule sur Internet depuis des années. Elle est reprise dans des articles de divertissement, discutée sur des forums, et beaucoup de gens y croient sincèrement. Mais prenons un instant pour faire appel à la logique et au bon sens, et voyons pourquoi ce mythe ne tient absolument pas la route. Premièrement, mettons-nous à la place de l'araignée. Les araignées sont des créatures extrêmement prudentes, et leur survie dépend de leur capacité à ressentir la moindre vibration. Une personne endormie est pour une araignée une source constante de danger. Nous respirons, créant des courants d'air. Notre cœur bat, générant des vibrations. Nous bougeons pendant notre sommeil. Un lit est l'épicentre du bruit et du mouvement. Pour une araignée,
S'aventurer dans la bouche ouverte, respirante et vibrante d'un géant endormi, c'est un chemin direct vers le suicide. Cela va tout simplement à l'encontre de tous leurs instincts de survie. Elles cherchent des endroits calmes, sombres et cachés, pas un volcan en activité. Deuxièmement, considérons notre propre perspective. Même pendant notre sommeil, nos réflexes fonctionnent. Si quelque chose nous chatouille les lèvres ou le visage, et les pattes d'une araignée le feraient sans aucun doute, nous nous réveillerions probablement, ou, à tout le moins, nous écarterions instinctivement l'objet irritant d'un coup de main. La probabilité qu'une araignée parvienne non seulement à courir sur notre visage, mais aussi à s'introduire délibérément dans notre bouche, et que nous l'avalions sans nous réveiller, est proche de zéro. Alors, d'où vient cette histoire? Son origine est assez amusante. On raconte qu'elle a été inventée en 1993 par la journaliste Lisa Holst, dans un article pour le magazine PC Professional. Elle voulait démontrer à quel point il est facile pour les gens de croire n'importe quelle information publiée sur Internet, même la plus absurde. Elle avait dressé une liste de faits ridicules, y compris celui sur les araignées, pour montrer la rapidité de propagation des fausses informations. Et, ironie du sort, c'est précisément ce fait qui est devenu viral et perdure encore aujourd'hui, prouvant parfaitement sa thèse initiale. Vous pouvez donc dormir sur vos deux oreilles. La probabilité que vous avaliez une araignée pendant votre sommeil est à peu près la même que celle qu'une licorne entre dans votre chambre. Votre bouche n'est pas une cantine pour araignées. Le 10e mythe est une idée reçue, ancrée dès le nom même de la maladie. On dit « j'ai attrapé froid » ou « j'ai un rhume ». Et immédiatement une image nous vient à l'esprit, être trempé sous la pluie, avoir gelé à l'arrêt de bus, s'être exposé à un courant d'air. Le raisonnement semble évident, le froid est la cause de la maladie. Depuis l'enfance, nos mères nous emmitouflent dans des écharpes et crient « mets un bonnet, sinon tu vas tomber malade ». En grandissant, nous continuons de croire que la principale cause du rhume et de la toux est l'exposition au froid. Mais est-ce vraiment le cas? D'un point de vue médical, la cause du rhume n'est pas le froid, mais les virus. Le rhume commun, ou infection respiratoire aiguë, est provoqué par des centaines de virus différents, le plus souvent des rhinovirus. Pour tomber malade, il faut que ce virus atteigne les muqueuses de votre nez ou de votre gorge. Ces virus se transmettent par voie aérienne. Lorsqu'une personne malade tousse ou éternue près de vous, ou par contact, lorsque vous touchez une surface contaminée, puis que vous portez vos mains à votre visage. Mais alors, qu'en est-il du froid? Nos mères et grand-mères avaient-elles complètement tort? Pas tout à fait. Le froid en soi ne peut pas créer un virus à partir de rien. Vous ne pouvez pas attraper un rhume en étant seul sur une île déserte en Antarctique s'il n'y a pas de source de virus. Cependant, le temps froid peut effectivement créer des conditions qui favorisent la propagation des virus et rendent notre organisme plus vulnérable. Premièrement, quand il fait froid dehors, nous passons beaucoup plus de temps dans des espaces clos et mal ventilés, bureaux, écoles, transports en commun. Dans ces lieux confinés, les virus se transmettent beaucoup plus facilement d'une personne à l'autre. Deuxièmement, l'air froid et sec, surtout dans les pièces chauffées, peut assécher les muqueuses de notre nez. Des muqueuses sèches constituent une barrière affaiblie. Il devient alors plus facile pour les virus d'y pénétrer dans l'organisme. Troisièmement, certaines études suggèrent que le refroidissement peut affaiblir temporairement la réponse immunitaire. Par exemple, le refroidissement nasal peut ralentir le fonctionnement des cils, qui éliminent les agents pathogènes, et réduire l'activité des cellules immunitaires, mais ce n'est qu'un facteur auxiliaire et non la cause première. En résumé, pour attraper un rhume, un contact avec le virus est absolument nécessaire. Le froid n'est pas la cause, mais plutôt un catalyseur qui peut augmenter vos chances de contracter l'infection. Alors, bien sûr, s'habiller en fonction de la météo et éviter de se refroidir est une bonne chose, mais il est tout aussi important, pendant la saison des rhumes, de se laver les mains plus souvent et d'éviter les contacts étroits avec les personnes malades. Passons maintenant à un mythe qui a sûrement gâché vos baignades d'enfants. La règle d'or dans tous les camps de vacances et sur les plages, ne te baigne pas avant au moins 1 heure après avoir mangé. On nous faisait peur en nous disant qu'en cas de non-respect de cette interdiction, on allait inévitablement avoir une crampe
et risquait de se noyer. Cette histoire effrayante était si convaincante que beaucoup d'adultes y pensent encore à 2 fois avant de piquer une tête après le repas. Mais d'où vient cette règle et y a-t-il la moindre once de vérité? L'idée derrière ce mythe semble plutôt logique. Lorsque nous mangeons, le corps envoie un flux sanguin accru vers l'estomac et les intestins pour faciliter la digestion. Par conséquent, selon cette théorie, le sang est détourné des muscles des bras et des jambes. Et si les muscles manquent d'apport sanguin et d'oxygène, ils pourraient lâcher pendant la nage, provoquant un spasme ou une crampe. Ça semble plausible, n'est-ce pas? Mais en réalité, notre organisme est bien plus intelligent que cela. Oui, le flux sanguin vers le système digestif augmente effectivement après un repas, mais cela ne signifie pas pour autant que vos membres sont privés de sang. Notre corps dispose de suffisamment de sang pour digérer les aliments, tout en assurant le bon fonctionnement des muscles lors d'une activité physique modérée, comme une baignade normale. Pour qu'une crampe se produise par manque d'apport sanguin, il faudrait être un athlète professionnel et tenter de traverser la Manche à la nage juste après un repas copieux. Pour une simple baignade ou des jeux dans l'eau, vos muscles auront toujours suffisamment d'oxygène. De plus, il n'existe aucun cas documenté de noyade dont la cause serait spécifiquement liée à la baignade après un repas. La Croix-Rouge américaine et d'autres organisations reconnues de sécurité aquatique ont depuis longtemps révisé leurs recommandations et affirment qu'il n'y a absolument aucune nécessité d'attendre 1 heure ou une demi-heure après avoir mangé. Certes, se baigner juste après un repas très lourd et copieux peut simplement être inconfortable. Vous pourriez ressentir une lourdeur d'estomac, des nausées ou des régurgitations. Mais il s'agit d'une question de confort, pas d'un danger mortel. Le seul véritable danger lié à la nourriture et à la baignade, c'est l'alcool. L'alcool altère la coordination, ralentit les réflexes et peut donner un faux sentiment de sécurité, ce qui est la cause de nombreuses tragédies aquatiques. Ainsi, après une collation légère, vous pouvez vous baigner en toute confiance sans regarder votre montre. En revanche, après avoir consommé de l'alcool, il est préférable de ne pas se mettre à l'eau du tout. Le mythe numéro 12 n'est pas qu'une simple erreur, c'est une véritable légende digne d'un roman d'espionnage. Il dit ceci: les carottes améliorent la vision nocturne. Enfant, on nous a tous dit: mange tes carottes, tu verras dans le noir comme un chat. Et nous mâchions docilement ce légume orange, espérant acquérir des super-pouvoirs. Ce mythe contient d'ailleurs une part de vérité, ce qui le rend particulièrement convaincant. Les carottes sont effectivement riches en bêta-carotène, une substance que notre corps convertit en vitamine A. Or, la vitamine A est absolument essentielle à la santé oculaire. Elle participe à la synthèse de la rhodopsine, un pigment visuel présent dans les bâtonnets de la rétine et responsable de la vision par faible luminosité. En cas de grave carence en vitamine A, une personne peut développer ce qu'on appelle la cécité nocturne ou héméralopie, c'est-à-dire une forte diminution de la vision au crépuscule. Et c'est dans ce cas, et uniquement dans ce cas, que la consommation de carottes ou d'autres aliments riches en vitamine A aidera réellement à retrouver une vision nocturne normale. Mais voici le hic. Si vous n'avez pas de carence en vitamine A et que votre vision nocturne est normale, manger des carottes par kilo ne vous rendra pas aussi perçant qu'un hibou. Vous n'obtiendrez pas une vision nocturne surhumaine. Vous atteindrez simplement votre niveau normal, génétiquement déterminé, et tout excès de bêta-carotène sera soit éliminé par l'organisme, soit, dans le pire des cas, stocké dans votre peau, ce qui pourra lui donner une amusante teinte jaunâtre. Et maintenant, le plus intéressant, d'où vient ce mythe sous sa forme exagérée? Ses racines remontent à la Seconde Guerre mondiale. En 1940, la Royal Air Force britannique a commencé à abattre avec succès des bombardiers allemands la nuit. Pour dissimuler à l'ennemi sa technologie la plus récente et top secrète, les radars embarqués, qui permettaient aux pilotes de voir l'ennemi dans l'obscurité, le ministère britannique de l'information a lancé une astucieuse campagne de propagande. Ils ont commencé à diffuser dans les journaux des histoires sur leurs meilleurs pilotes
qui possédait prétendument une vision nocturne phénoménale grâce à un régime spécial à base de carottes. Cette histoire avait été reprise par la presse et s'est répandue dans le monde entier. La population civile s'est également mise à manger activement des carottes, espérant mieux voir pendant les périodes d'obscurcissement nocturne. Le plan a fonctionné à merveille. Les Allemands ont cru à cette fable sur les carottes, et la véritable raison des succès de la RAF est restée secrète. Et le mythe s'est avéré si tenace qu'il a traversé les âges jusqu'à nos jours. Donc oui, les carottes sont bonnes pour les yeux, mais elles ne feront malheureusement pas de vous un super-héros. Le 13e point sur notre liste concerne un mythe que nous avons appris dès l'école primaire. L'être humain n'aurait que 5 sens. Les voici: la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Cette classification proposée par Aristote il y a plus de 2000 ans semble immuable et exhaustive. Nous y sommes tellement habitués que nous ne nous posons même plus la question de sa véracité. Pourtant, en réalité, ces 5 sens ne sont qu'une immense simplification. La science moderne nous révèle que l'être humain dispose de bien plus de manières de percevoir le monde, et le nombre de sens pourrait atteindre 20, voire plus, selon la manière de les classifier. Explorons quelques-uns d'entre eux que vous utilisez quotidiennement, souvent sans même vous en rendre compte. Premièrement, la thermoception, le sens de la chaleur et du froid. Lorsque vous touchez une tasse chaude ou sentez une brise fraîche, ce n'est pas le toucher pur qui est à l'œuvre, mais des récepteurs spécifiques dans votre peau qui réagissent précisément à la température. Deuxièmement, la nociception, le sens de la douleur. Il ne s'agit pas simplement d'un toucher intense, c'est un système distinct et complexe qui signale à notre cerveau la lésion tissulaire. Il possède ses propres récepteurs qui réagissent à différents types de douleurs, aiguës, sourdes, brûlantes. Continuons. La proprioception, aussi appelée sens kinesthésique ou sens de la position du corps. Fermez les yeux et touchez le bout de votre nez avec votre index. Vous y êtes parvenu, n'est-ce pas? Vous n'avez pas eu besoin de votre vue ou de votre ouïe pour cela. C'est la proprioception qui informe votre cerveau sur la position de vos membres et des différentes parties de votre corps dans l'espace les unes par rapport aux autres. Grâce à ce sens, nous pouvons marcher sans regarder nos pieds et coordonner nos mouvements. Nous avons également le sens de l'équilibre ou équilibrioception. Il est géré par notre système vestibulaire, situé dans l'oreille interne. Il nous permet de maintenir notre équilibre, de distinguer le haut du bas et de ressentir l'accélération. De plus, nous pouvons citer l'interoception, le sens de l'état interne de notre organisme. Il englobe les sensations de faim, de soif, de satiété ou encore le besoin d'aller aux toilettes. Ce sont des signaux internes, tout aussi essentiels que les externes. Ainsi, réduire toute la richesse de notre perception à seulement 5 sens, c'est un peu comme décrire un arc-en-ciel avec une seule couleur. Notre organisme est un instrument sensoriel incroyablement complexe qui recueille et traite en permanence d'énormes flux d'informations, qu'elles proviennent de l'intérieur ou de l'extérieur, utilisant pour cela bien plus que 5 canaux. Le 14e mythe porte sur un sujet qui préoccupe beaucoup de monde. Il se formule ainsi: le stress fait blanchir les cheveux. On entend souvent des histoires de personnes qui auraient prétendument blanchi du jour au lendemain après un choc intense, ou qui, ayant traversé une période difficile, ont découvert de nombreux cheveux blancs. L'image de la personne blanchie par le chagrin est solidement ancrée dans notre culture et notre imaginaire collectif. Et, comme pour d'autres mythes, cette affirmation contient un petit fond de vérité, qui, cependant, est entouré de nombreuses exagérations. Voyons comment les choses se passent réellement. La couleur de nos cheveux est déterminée par un pigment appelé mélanine, produite par des cellules spécifiques, les mélanocytes, situées dans les follicules pileux. Avec l'âge, ces cellules s'épuisent progressivement et disparaissent. Lorsqu'un follicule ne contient plus de mélanocytes, le cheveu qui en émerge devient incolore, c'est-à-dire blanc. Ce processus est en grande partie programmé génétiquement. Ce sont vos gènes qui déterminent quand vous commencerez à avoir des cheveux blancs et à quelle vitesse cela se produira. Le stress peut-il intervenir dans ce processus? Pendant longtemps, les scientifiques ont été sceptiques face à cette idée. Cependant,
de récentes études, notamment celles menées à l'université de Harvard, ont montré qu'un stress intense peut effectivement accélérer le processus de blanchiment des cheveux. Mais le mécanisme de ce phénomène n'est pas du tout celui que nous imaginons habituellement. En fait, le stress active le système nerveux sympathique, celui-là même qui est responsable de la réaction de lutte ou fuite. Ce système libère l'hormone noradrénaline. Il s'est avéré que la noradrénaline endommage et entraîne la mort prématurée des cellules souches mélanocytaires dans les follicules pileux. Or, ces cellules souches sont notre réserve pour la production de nouvelles cellules productrices de pigments. Lorsque cette réserve s'épuise, le follicule perd définitivement sa capacité à produire des cheveux colorés. Mais il y a plusieurs « mais » importants. Premièrement, il s'agit d'un stress réellement intense, aigu ou chronique. Les tracas quotidiens ordinaires n'auront probablement pas un tel effet destructeur. Deuxièmement, ce processus ne se produit pas du jour au lendemain. Un cheveu déjà poussé et coloré ne peut pas soudainement devenir blanc. Les cheveux blancs apparaissent seulement lorsqu'un nouveau cheveu, dépourvu de pigments, pousse pour remplacer un cheveu ancien tombé. Ce cycle prend des semaines et des mois. Ainsi, blanchir du jour au lendemain est physiologiquement impossible. Par contre, accélérer l'apparition des cheveux blancs de quelques années en raison d'une période difficile et prolongée, cela, selon les dernières données, est tout à fait réaliste. Mais le principal chef d'orchestre de ce processus reste tout de même vos gènes. Et enfin, le 15e et dernier mythe de notre liste, il touche au domaine de la saine alimentation et nous pousse souvent à dépenser plus en magasin. Ce mythe affirme « le sucre roux est meilleur pour la santé que le sucre blanc ». On le trouve dans les coffee shops, on l'achète dans les rayons de produits sains et on l'ajoute à nos pâtisseries, convaincus de faire un choix plus judicieux et meilleur pour la santé. Le sucre roux a l'air plus naturel, moins transformé, et le marketing soutient activement cette image. Mais regardons-le non pas sous l'angle de sa couleur, mais de sa composition et de son impact sur l'organisme. Qu'est-ce que le sucre au juste ? Le sucre blanc ordinaire ou saccharose est un produit obtenu à partir de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, qui a subi une purification profonde ou raffinage. Au cours de ce processus, tout est éliminé, à l'exception du saccharose pur. Et qu'en est-il du sucre roux ? Dans la majorité des cas, surtout pour les produits de grande consommation, c'est le même sucre blanc raffiné, auquel on a simplement rajouté, en fin de production, une petite quantité de mélasse ou de sirop de canne. C'est cette mélasse qui lui donne sa couleur brune caractéristique, sa texture humide et un léger goût caramélisé. Oui, la mélasse contient effectivement une quantité infime de minéraux tels que le calcium, le potassium et le fer. Et c'est sur ce fait que se basent toutes les allégations concernant les bienfaits du sucre roux. Mais soyons réalistes, la quantité de ces micronutriments est si minime qu'elle n'a absolument aucun impact significatif sur votre santé. Pour en tirer un quelconque bénéfice notable, il vous faudrait consommer une telle quantité de sucre roux que les méfaits l'emporteraient largement sur tout bénéfice potentiel. Du point de vue diététique, le sucre blanc et le sucre roux sont pratiquement identiques. Ils sont composés à près de 99% de saccharose pure, ont une valeur calorique identique et influencent de la même manière le taux de glucose dans le sang. Notre organisme les perçoit de manière absolument identique. Par conséquent, le choix entre le sucre blanc et le sucre roux est uniquement une question de préférence gustative et d'application culinaire. Le sucre roux est excellent pour la pâtisserie, où l'humidité et les notes caramélisées sont importantes, mais le considérer comme une alternative saine au sucre blanc est une illusion. Si vous souhaitez réduire les effets néfastes du sucre, la seule méthode efficace est de réduire sa consommation globale, quelle que soit sa couleur. Et le plus frappant dans tout cela, c'est que certains de ces mythes ne sont pas de simples idées fausses inoffensives. Ils façonnent notre comportement et notre rapport à notre propre santé. Le mythe des 10% de notre cerveau, par exemple, n'est pas qu'une erreur. Il limite notre perception de nos propres capacités,
On s'imagine qu'un potentiel gigantesque et inexploité sommeille en nous, alors qu'en réalité, notre cerveau travaille déjà à plein régime. Et l'histoire de la carotte pour la vue? C'est un exemple brillant de désinformation. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la Royal Air Force britannique a délibérément propagé cette rumeur pour dissimuler à l'ennemi sa nouvelle technologie, les radars, qui permettaient à leurs pilotes de voir les avions ennemis la nuit. Et ce mythe est toujours bien vivant. Même des règles apparemment utiles, comme celle des 8 verres d'eau par jour, ne sont pas une vérité universelle, mais juste une recommandation moyenne qui ne convient pas à tout le monde. C'est surprenant, n'est-ce pas? Nous vivons piégés par des histoires inventées il y a des décennies, voire des siècles. Comme vous le voyez, notre corps est un système incroyable et complexe, entouré de nombreuses idées reçues. Démystifier ces mythes n'est pas seulement intéressant, c'est aussi très utile. Cela nous apprend à penser de manière critique et à ne pas tout prendre pour argent comptant, même si cela semble être un fait bien établi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et que vous souhaitez d'autres révélations de ce genre, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et vous, quel est le mythe sur le corps humain auquel vous avez cru le plus longtemps? Racontez-nous en commentaire, il sera très intéressant de lire vos histoires.